c'est qu'ils voteront contre. Les députés Renaissance, eux, sont divisés, tout comme les écologistes et les communistes. Plus de 150 députés pourraient s'abstenir lors du vote prévu en fin d'après-midi. Emmanuel Macron doit rencontrer les agriculteurs à Toulouse. Une délégation a déjà été reçue à la mi-journée par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard après le tollé suscité par les propos du chef de l'État au sujet du Mercosur. Initialement opposé, le président s'est dit plutôt positif sur la possibilité d'accepter l'accord commercial la semaine dernière. C'était en marge du sommet de la COP30 au Brésil. Emmanuel Macron qui n'exclut pas de quitter les réseaux sociaux. Le chef de l'État estime qu'il faut aller vers une interdiction en dessous d'un certain âge. Déclaration lors d'un débat avec des citoyens organisé dans les locaux de la Dépêche du Midi en fin de matinée. La visite du président dans la ville rose se poursuit avec l'inauguration des installations flambant neuves du commandement de l'espace. Dans le reste de l'actualité, la production mondiale de vin a légèrement augmenté en 2025, mais reste inférieure à la moyenne pour la 3e année consécutive. C'est le bilan dressé aujourd'hui par l'Organisation internationale de la vigne et du vin, l'OIV, qui évalue la production mondiale à 232 millions d'hectolitres cette année. La France a enregistré sa plus faible récolte depuis 1957, en raison notamment des aléas liés au dérèglement climatique. Un distributeur automatique de billets braqué à l'explosif. Ce matin à Roubaix, 4 individus ont forcé avec de la dynamite le coffre extérieur où les convoyeurs déposent les fonds. Les suspects sont toujours activement recherchés. Et puis les 4 policiers qui ont découvert les viols de Mazan décorés d'une médaille dans le Vaucluse. Elle leur a été remise hier en marge des commémorations du 11 novembre. Très bonne journée à tous. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions à Bordeaux aujourd'hui pour le Quintet qui avait la victoire du 5 Janou du Lupin devant le 14 Harmonie la Nuit. L'As Jason Blue est 3e devant le 3 Jalto du Trémont et le 8 il vient du Lude. 5, 14, As, 3 et 8 pour la bonne combinaison. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats vous les retrouvez sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures sur Sud Radio et aujourd'hui on va parler non pas d'une maladie mais de la ménopause parce qu'en effet c'est pas une maladie et toutes les femmes ne vont pas subir les mêmes symptômes même si toutes les femmes vont connaître une ménopause. C'est vrai que la vie des femmes est sujette à des bouleversements hormonaux et en général à l'adolescence les jeunes filles ne se posent pas trop de questions. En revanche, aux alentours de la cinquantaine, les femmes s'en posent peut-être beaucoup et elles n'ont pas toujours les bonnes réponses. Alors ça tombe bien puisque mon invité Gérard Salama est avec nous. Il vient de sortir un livre, La ménopause maîtrisée, et dans ce livre, il répond à beaucoup de questions. Et là, sur Sud Radio, il va répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous vous posez sur la ménopause et sur les traitements, les fameux traitements hormonaux substitutifs. Néanmoins, il y a une chose qu'on oublie peut-être, c'est que l'âge de la ménopause, environ aux alentours de la cinquantaine, c'est aussi l'âge d'une période délicate. D'abord, la société, depuis fort longtemps, a tendance à considérer qu'une femme passée 50 ans perd tout son pouvoir de séduction. Et sans nul doute, plus encore que les hommes, la femme, après un certain âge, devient un peu transparente dans la société. Donc il faut se réinventer, se recréer en tant que femme. Et c'est pour ça que j'aime bien rappeler que la ménopause, ça s'appelle le second printemps, notamment au Japon. Alors je vous invite, si vous êtes en train de vivre votre second printemps, de nous rejoindre si vous avez envie d'en savoir plus avec Gérard Salama. Notre numéro 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un message par SMS ou poser une question. Vous envoyez Brigitte votre message au 7 20 18. Merci d'être avec nous, Gérard Salama. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors justement, dans ce livre, La ménopause maîtrisée, vous répondez à énormément de questions. Est-ce que c'est pas un peu tendance aujourd'hui de continuer à décrier les traitements hormonosubstitutifs alors qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de réel danger? Alors c'est très à la mode aujourd'hui de parler d'abord de la ménopause. Alors c'est un problème vieux comme le monde et on en parle de plus en plus. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui ménopausées avec la population qui vieillit. Mais la différence avec il y a pas si longtemps que ça, il y a une soixantaine d'années, quand on avait 50 ans, on avait 10, 15 ans, on va dire, 15 ans, 20 ans maximum à vivre.
Aujourd'hui, une femme de 50 ans, il lui reste, si on regarde les statistiques, entre 87 enfin, oui, elle va jusqu'à 87 ans, ou 90 ans, ça fait 30 ans à vivre. Donc c'est à nous, médecins, bien évidemment, de les accompagner, de les aider à vivre ce moment difficile. Alors, est-ce que c'est une maladie ? Bien sûr que non, vous l'avez dit, mais c'est quand même, si ça n'est pas une maladie, ce sont des phénomènes dus à l'insuffisance hormonale qui vont créer d'une part des symptômes qui vont de 0 pour certaines femmes qui supportent très bien leur ménopause à des vies invalidantes et terrifiantes pour certaines. Je parle des deux extrêmes, bien sûr, mais il n'empêche que aujourd'hui, il y a eu tellement de désaccord dans le corps médical lui-même. C'est-à-dire, les femmes sont prises entre le médecin qui dit il faut traiter absolument et l'autre qui dit il faut absolument pas traiter parce que vous allez attraper un cancer, avoir un accident vasculaire cérébral. Et lorsque le corps médical n'est pas d'accord et quand les médecins ne sont pas d'accord, le seul qui en pâtit, c'est le patient. Évidemment. Donc, il n'y a pas une ménopause pour tout le monde, il y a des ménopauses, il y a la ménopause pour chacun. Certains n'ont pas besoin de traitement, donc rassurez-vous. Oui, mais en même temps, vous êtes gynécologue, Gérard Salama, et beaucoup de médecins sont médecins généralistes. Est-ce qu'on a toutes les études qui leur parviennent ? Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord dire aux femmes, si vous avez une ménopause difficile, allez voir un gynécologue qui sera peut-être plus adapté ou... Non, le problème c'est que les gynécologues eux-mêmes et les médecins en général eux-mêmes n'ont pas toujours le même avis. Et c'est ça le vrai problème. Alors pourquoi ? C'est ça qui est surprenant. Alors d'abord, il faut refaire un tout petit peu d'historique si vous voulez bien et rapidement. C'est qu'il y a eu des périodes où c'était le tout hormonal dans les années 60-70, c'est-à-dire il fallait traiter tout le monde. C'est là qu'à force de traiter tout le monde sans distinction de pathologie éventuelle, d'avoir des conséquences, et c'est ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire des cancers du sein en excès, des accidents vasculaires en excès, etc. Parce que les doses hormonales, les traitements hormonaux et les traitements d'une manière générale étaient à peu près, pour vous donner une idée, 4 à 5 fois plus importants que ce qu'on donne aujourd'hui. Donc forcément, il y avait des conséquences. Et puis après, il y a eu une période, on a dit, bon, c'est dangereux, donc ça a été l'inverse, l'excès dans le sens inverse. Il faut tout arrêter, c'est dangereux. Et il y a beaucoup de médecins qui se sont arrêtés à cette idée-là et qui continuent à dire aujourd'hui, c'est dangereux, il ne faut pas prendre de traitement hormonal. Et puis il y a le recul maintenant, on a le recul, on a des années, on a de l'expérience et on a surtout des statistiques qui ne sont pas sur 10 000 femmes ou 20 000 femmes, mais sur par exemple toute la population aux États-Unis, qui est une énorme population. Et les conclusions des dernières années, d'il n'y a pas longtemps, d'ailleurs d'il y a 2-3 ans, c'est tout à fait à l'envers, c'est au contraire, il faut traiter les ménopauses au plan hormonal ou non hormonal, parce que l'avantage par rapport au risque est infiniment plus grand. Donc voilà. Donc vous voyez, ça a l'air d'être des modes. Alors une fois c'est dangereux, une fois c'est pas dangereux. Mais c'est un peu toujours comme ça, cela dit, pour beaucoup de choses. Hein. Oui, on va dans un sens, on va trop dans un sens. Vous avez tout à fait raison. À ceci près que beaucoup de médecins restent, parce que débordés, parce qu'ils n'ont pas le temps peut-être de s'informer, restent sur les idées qu'ils ont eues il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc c'est dangereux, c'est dangereux. Moi, il y a 2 phrases que j'aimerais ne plus entendre de la part des médecins aujourd'hui. C'est une image d'Épinal, mais je vais quand même le dire. La première, c'est Madame, pourquoi voulez-vous vous traiter ? Votre mère, votre grand-mère, elle a très bien vécu comme ça, et pourquoi pas vous, hein ? En général, ce sont des hommes qui en parlent, qui n'ont jamais ressenti ou eu de problème de ménopause. Et la deuxième phrase qui me choque aujourd'hui aussi, et alors profondément, c'est lorsque beaucoup de médecins encore disent aujourd'hui, mais madame, il faut surtout pas faire de traitement hormonal, il faut arrêter votre traitement si vous en avez déjà en cours, parce que c'est dangereux. Voilà. Entre ces 2 extrêmes, il y a quand même des réflexions, il y a des traitements hormonaux qu'on sait aujourd'hui qu'on peut donner sans aucun danger, bien sûr sur surveillance. Il y a des traitements hormonaux qu'on ne peut pas donner à certaines femmes parce qu'elles ont des contre-indications. Et enfin, lorsqu'il n'y a pas de traitement hormonal, on a aussi des solutions non hormonales. Donc vous voyez qu'il y a un panel qui peut quand même soulager beaucoup de femmes. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui souffrent encore aujourd'hui.
Oui, c'est clair. D'ailleurs, quand on a les chiffres du nombre de femmes qui prennent un traitement hormonal, je crois que c'est même pas 10%. Enfin, c'est très très peu. Oui, mais ça augmente de plus en plus. Oui, bien sûr. Mais enfin, en France, on est bien d'accord. En France, on est quand même. Alors, aux États-Unis, par exemple, alors là, c'est l'excès inverse. Maintenant, il y a des politiques, des femmes politiques qui se lancent, des actrices de télé, de cinéma qui se lancent pour faire des campagnes pour le traitement hormonal de la ménopause. Il faut traiter la ménopause. Voilà, c'est comment ça se passe. Donc, c'est différent d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre. Alors, il y a évidemment des symptômes comme les bouffées de chaleur, etc. Mais quelque chose qu'on ignore assez, en tout cas, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas, c'est qu'il y a également la question de l'ostéoporose que les traitements permettent. Alors, vous disiez tout à l'heure que ça n'est pas une maladie, et vous avez raison, mais ça peut générer des maladies. Et générer quoi? La plupart du temps, ce sont des problèmes psychologique, d'humeur, ça peut aller de la simple mauvaise humeur, mais jusqu'à la dépression, ça c'est quand même une maladie. Il y a des femmes qui ont des dépressions chroniques qui ne savent pas que ça vient des problèmes de ménopause, de carence hormonale. Il y a l'ostéoporose, c'est la fragilisation, la fragilité des os qui peuvent donner chez une femme plus âgée des fractures du fémur, du col du fémur, qui sont des problèmes parfois vitaux. Donc tout ça a des conséquences. C'est pas un avis qui consiste à dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est que il faut aussi protéger les femmes. Bien sûr, et puis ça a aussi un effet positif sur la peau, et on ne parlera même pas de la sexualité, parce que ça, je crois dans cette émission, on le sait. Oui, et aussi sur beaucoup d'autres problèmes. Il n'y a pas seulement la peau, il n'y a pas seulement les os, il y a aussi le bien-être quotidien, il y a le vieillissement précoce, il y a beaucoup de problèmes qui gênent les femmes qui doivent encore une fois vivre 40 ans, si possible, dans les meilleures conditions. Eh bien justement, je crois que Laurence a senti une petite dépression à ce moment de la ménopause, et elle va nous raconter ça dans un instant. Tous les jours, rendez-vous à 18h avec Cécile de Minibus et Philippe David dans Les Vraies Voix Sud Radio. Et cette semaine, on fête le retour. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On parle de la ménopause aujourd'hui en compagnie de Gérard Salama. Vous êtes l'auteur de ce livre, La ménopause maîtrisée, aux éditions Humaine Science, mais vous êtes surtout gynécologue, et donc c'est un sujet que vous connaissez parfaitement, et vous allez pouvoir répondre à toutes les questions. Alors Laurence est avec nous, vous êtes ménopausée depuis 4-5 ans, c'est ça? Bonjour Laurence. Oui, c'est ça, j'ai 5 ans. Bonjour. Depuis samedi dernier. Et alors, je ne peux pas être très affirmative sur la date puisque j'avais un stérilet qui empêchait d'avoir ces règles. Donc, je n'ai pas eu mes règles pendant des années. Et puis, quand on m'a retiré le stérilet, je ne les avais plus. Mais j'ai pas eu de moment très net. Mais il y a cela dit, c'est pas très net. Hein, c'est pas le jour J. Oui. De toute façon, bien c'est sûr toujours. Bien sûr que non. Il y a une préménopause d'ailleurs. On parle, je crois, de préménopause, Gérard Salama. Il y a toujours une préménopause, mais effectivement, il y a des éléments qui masquent tous ces problèmes-là, comme les femmes qui sont sous contraceptifs, qui gardent des pilules, par exemple, pendant des années, à tort d'ailleurs, mais qui à cet âge-là, mais qui masquent la ménopause et les problèmes hormonaux. Et puis il y a le stérilet aussi, qui permet de ne pas avoir de règles, donc on ne sait plus où on en est. Néanmoins, c'est au médecin de faire des bilans régulièrement à partir de 50 ans chez une femme pour voir où elle en est, parce que c'est très facile, il suffit de faire une prise de sang pour le savoir. Je suis ravie de savoir que c'est très facile, mais ça a l'air un peu dur pour mon médecin. Donc, si vous voulez, moi, il y a 4-5 ans, j'ai commencé à prendre énormément de poids, à avoir de terribles douleurs articulaires, à avoir ce qui, pour moi, ressemblait à une dépression. Mais ce que je trouvais étonnant, c'est que les dépressions, j'en ai eu fait, je n'avais aucun sens d'intérêt quand j'étais en dépression. Là, j'étais toujours intéressée par des choses, mais avec une fatigue, avec des troubles de l'humeur. Alors, est-ce que la prise de poids, c'est quelque chose qu'on entend souvent, Gérard Salama? Est-ce que c'est fréquent? Alors, dans la définition des femmes, dans l'esprit des femmes, ménopause, ça veut dire bouffée de chaleur. Mais c'est tout à fait faux, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de bouffée de chaleur. Par contre, elles ont des mouvements d'humeur, souvent des dépressions, certainement une prise de poids
inexpliquées, inexplicables. Ça veut dire que même si elles font des régimes, elles se rendent compte que ça ne sert à rien. C'est peut-être parce qu'on est un peu déprimé, on mange du chocolat. Non, c'est parce qu'il y a un déséquilibre hormonal qui fait que de toute façon, quoi qu'on fasse, même si on fait des régimes, ça bloque. Tout profite d'une part, mais après ça bloque. Donc il faut, avant de faire des régimes, d'ailleurs c'est une parenthèse en matière de ménopause, il faut d'abord régler le problème de ménopause et hormonale et après faire des régimes et faire un traitement. Voilà. Donc bien sûr que tous ces douleurs articulaires, c'est un signe de ménopause. Insomnie, c'est un signe de ménopause. Vous voyez que c'est pas toujours forcément des bouffées de chaleur et certainement un état dépressif, certainement, qui varie d'une femme à l'autre, bien sûr. Oui. Donc je présentais tout ce tableau-là et automatiquement mon médecin traitant a balayé ça. C'est une femme pourtant mais jeune, a balayé ça d'un revers de la main, m'a balancé sous un antidépresseur dont on sait maintenant, puisque j'ai consulté un psychiatre depuis, qu'il encourage aussi la prise de poids. Donc j'avais des compulsions alimentaires effroyables aussi. Et évidemment, une fois que j'ai eu pris tout ce poids, mon médecin m'a dit, écoutez, avec le surpoids que vous avez, on était dans les 20 kilos. Hein. C'est pas étonnant que vous ayez mal partout, vous avez qu'à maigrir et faire un petit tour. Et ça s'est arrêté là. Donc j'ai tout pris sur moi, effectivement. Non mais c'est terrible parce que encore une fois, on voit bien là où il y a un suivi, j'ai envie de dire n'importe quoi. Hein. Heureusement que vous avez un petit peu pris les choses en main. De ce que je comprends brièvement, en fait, Laurence, vous êtes ménopausée depuis 4-5 ans. Oui. Et que dès le départ, on n'a pas compris que vous étiez ménopausée et puis vous êtes parti avec tous les troubles de la ménopause, c'est tout. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal parce que vous en souffrez terriblement, vous avez perdu des nombreuses années de votre vie, y compris la dépression. La dépression, ça se termine à des femmes qui sont déprimées, qui sont sous dépression et qui sont sous traitement antidépresseur pendant des années, alors que ça vient de la carence hormonale. Donc c'est pour ça que tous ces problèmes doivent être pris dès le début aujourd'hui, et je le dis pour vraiment... j'ai envie de le dire aux patientes, mais aussi au corps médical, de traiter dès le démarrage, de manière à éviter tout ce que vous avez, vous, vécu pendant ces 5 années. Et alors, lorsque j'en ai parlé à mon gynéco, évidemment, c'était assez récemment, j'avais 58 ans, il m'a dit, mais de toute façon, pour un traitement hormonal, c'est trop tard. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ce serait trop tard à 55 ans ? Si vous avez 75 ans, oui, c'est trop tard, mais si vous avez 55 ans, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. J'en ai 59 maintenant. Oui, alors tard, c'est jamais trop tard. Alors bien évidemment, parce que je le disais tout à l'heure, il faut adapter le traitement à chaque personne parce que c'est pas standard, les traitements ne sont pas standards. Et à 59 ans, vous n'aurez pas le même traitement évidemment qu'à 50 ans, et vous aurez des doses beaucoup plus faibles, mais suffisantes pour que votre état général soit amélioré. Ça c'est clair et net. Et seulement la difficulté que l'on trouve, c'est que, comme vous le dites, il y a tout type de médecins et tout type d'attitude par rapport à ces traitements, et que c'est très difficile de changer de gynéco, très difficile de changer de médecin, parce que vous dites je ne prends pas de nouveaux patients, donc c'est très très compliqué pour les femmes. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et il faut que autant que les femmes s'informent, et elles sont informées aujourd'hui de plus en plus parce qu'on parle beaucoup de ménopause, mais il faut que, malheureusement aussi que beaucoup de médecins s'informent, parce qu'ils sont restés sur des a priori. Et ces a priori, c'est pas que ceux qui en subissent les conséquences, c'est vous, finalement. Voilà. Oui. Le non hormonal, c'est vous qui en subissez les conséquences. Alors, je ne voudrais pas, Brigitte, qu'on me fasse passer pour quelqu'un qui veut du tout hormonal à tout le monde. Attention. Non, bien sûr. Il faut adapter le traitement à chacun et à chacune. Par exemple... Non, mais ce que je voudrais... il me semble aussi, Gérard Salama, c'est que la femme a aussi le droit de savoir quel risque éventuel il y aurait avec un traitement et savoir si elle le prend ou si elle ne le prend pas. On peut aussi donner à chaque patiente sa liberté de choix. Alors ça, c'est une obligation du médecin. Oui, je sais bien. Ce qui se passait, je sais bien, mais quand on entend le gynéco de Laurence lui dire « de toute façon, c'est trop tard, mais oui, malheureusement, je ne peux pas parler pour lui, mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, mais d'abord, dans la période où on était encore dans le doute, où on disait il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients et des risques, c'était il y a encore 10 ans, c'est pas si vieux que ça. C'était au rôle du médecin, parce que figurez-vous qu'il y a des femmes qui venaient me dire « je veux un traitement ». Mais madame, il y a peut-être un risque qui est de temps, il y a 10%, 5% de risque de ceci, de là. Je prends ce risque. Donc il faut que la femme soit informée. Et elle prend sa décision. Bien sûr. Aujourd'hui, on est plus à l'aise parce qu'on a envie, on leur dit que le risque aujourd'hui, il est minime.
il est pas zéro, il est jamais de zéro, mais il est minime si on fait les traitements comme on doit les faire, à la française, comme disent les Américains d'ailleurs, à la française. Donc, une fois qu'elles sont informées, libre à elles de... Maintenant, je vais vous dire, quand elles ont commencé, elles n'ont qu'une envie, c'est de continuer. Je suis bien de votre avis. Bon, donc Laurence, moi je vous conseille une chose. Vous prenez le livre de Gérard Salama, vous lisez, vous notez ce qui vous intéresse, et vous allez revoir votre gynéco et vous lui montrez ce que vous avez noté dans le livre de Gérard Salama. Et là, il sera devant une pensée différente qui peut-être le fera changer d'avis. Oui, alors là, on rentre dans la gestion du narcissisme du monsieur. Ça va être beaucoup plus compliqué. Je sais bien, mais pas justement ce genre d'attitude. Je faisais un peu d'humour en disant ça parce que je sais très bien que les médecins ont horreur qu'on vienne les voir quand on a vu sur internet quelque chose, etc. Donc si en plus vous venez avec un livre d'un autre gynéco, ça va vous le mettre à dos. Non, mais en attendant, si vous avez encore vous êtes encore gêné par cette ménopause, moi je pense que franchement, je vous conseille de prendre quelque chose. Enfin, moi je suis pas médecin, donc je peux me permettre de le dire sans risque. Oui, je suis absolument d'accord. Reste à trouver l'homme de la situation, ou la femme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est assez curieux. On rencontre ça moins aujourd'hui, mais on le rencontre encore aussi auprès des obstétriciens qui mettent un enfant au monde et puis qui s'en foutent si l'épisiotomie après fait mal ou etc. On a quand même encore vis-à-vis de la santé des femmes, je trouve, des progrès à faire. Il y a toujours des progrès à faire, il y a aussi l'évolution des esprits, il y a des gens qui considèrent aujourd'hui que l'épisiotomie qu'on a fait pendant des siècles est un acte d'agression contre les femmes, vous savez ça, bien sûr, il y a des mouvements, je connais bien le sujet, bien sûr, vous savez ça, et donc il faut rester sur terre, il faut rester pragmatique. Il vaut mieux, pour parler de 2 minutes d'épisiotomie, avoir une petite épisiotomie bien faite qu'un périnée qui déchire de tous les côtés. Il vaut mieux avoir un petit traitement de ménopause quand on n'est pas trop mal pour que la femme soit mieux, et un traitement plus adapté si la femme souffre. Il faut tenir compte, c'est l'essentiel, de 2 choses. D'abord de la souffrance des femmes. Il y en a beaucoup, croyez-moi, qui souffrent de leur ménopause au XXIe siècle en France. Et la deuxième chose, c'est la légitime demande des femmes de vivre plus longtemps, d'accord, mais de vivre dans de bonnes conditions, avec si possible de ne pas vieillir trop précocement, parce que nous vieillissons tous, mais on n'a pas envie d'avoir une ride à 60 ans si on peut l'avoir à 70. Donc tout ça vient de l'entretien, entre guillemets, et du traitement médical, hormonal, de la ménopause. Voilà ce qui est l'essentiel. Eh bien, c'est pour ça que dans cette émission où je privilégie toujours la santé, le bien-être et l'amour et la sexualité, il est important d'informer les femmes. Et merci Laurence. Et puis, écoutez, ne lâchez rien, comme on dit, ne lâchez pas l'affaire. C'est un peu la formule. Et je vous souhaite de trouver la bonne personne. On fait une petite pause et on continue dans un instant avec Laura également, qui a vécu des cauchemars, qui nous racontera ça dans un instant. Mais on retrouvera tout de suite le Love Conseil. Pourquoi on a tant de mal à dire non? Ce sera le Love Conseil du jour. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Gérard Salama, pourquoi a-t-on du mal à dire non? Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire non. Eh bien, on pourrait penser qu'on a peur de s'imposer, mais souvent derrière cette peur, il y a la crainte de manquer de respect à l'autre, la peur de décevoir aussi, et ces 2 peurs traduisent, dans le premier cas, peut-être un petit peu trop de soumission, ou alors un besoin d'être aimé, ou en tout cas d'être apprécié. Et puis, il y a aussi la peur du conflit ou de l'affrontement. Et finalement, on va dire oui, même si on n'a pas très envie. Mais plus tard, on risque de regretter d'avoir dit oui. Et à ce moment-là, le conflit sera d'autant plus fort que si on avait dit non au départ, évidemment. Donc, un conseil, si vous ne savez pas dire non, la prochaine fois que vous aurez envie de dire non, commencez par cette phrase. Vous verrez, ça marche très bien. J'aimerais bien te dire oui, mais... Et là, vous donnez votre explication.
Et vous verrez, petit à petit, ça vous aidera à pouvoir dire non. Mais c'est important parce que c'est à force de dire oui alors qu'on pense non, on finit par remplir un vase qui finit par exploser, évidemment, parce que c'est un manque de respect pour soi-même, encore une fois, de ne pas savoir dire non. C'est un manque de respect, c'est aussi un manque de dialogue. Bien sûr. Et je crois que ça passe par là, la solution aussi, c'est le dialogue, c'est ne pas avoir peur de parler, ne pas avoir peur de dire ce qu'on ressent. Et puis, c'est dans un couple, c'est tellement important. Sinon, on part, comme vous dites, on part à l'échec et on part à la catastrophe. Bah oui, mais quand on c'est pas sur ce domaine-là, ce sera sur d'autres domaines. Et donc, c'est la solution, c'est le dialogue. Alors, c'est pas toujours simple, mais il faut le faire, c'est tout. Sinon, on n'est pas un couple. Ben oui, mais c'est pas si simple que vous avez l'air de penser. Bon, en tout cas, moi j'ai le plaisir de vous offrir encore des cadeaux Lelo, et on va jouer avec Sud Radio et Lelo pour que vous puissiez gagner ce vibromasseur gonflable Hector du passage du désir. Alors, je vous explique, c'est pas tout, parce que cette semaine, l'un d'entre vous va remporter le calendrier de l'Avent Passage du Désir, qui est rempli de plus de 660 € de cadeaux. Alors pour ça, vous envoyez par SMS Brigitte au 7 20 18 pour vous inscrire. En participant, vous serez automatiquement inscrit au tirage au sort pour les 2 lots. Alors le vibromasseur sera tiré en fin d'émission, évidemment, et quant au calendrier de l'Avent, ce sera vendredi. Donc voilà, n'hésitez pas, envoyez un SMS au 7 20 18, Brigitte au 7 20 18. Bonne chance à tous. Alors Laura est avec nous, visiblement, c'était pas drôle non plus pour vous, hein, Laura, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Gérard. Ouais, alors justement, merci de me prendre à l'antenne parce que je suis vraiment, j'ai été le cliché de la femme qui se ménopause et qui est dans le déni du traitement et qui cherche par tous les moyens à affronter tout ce que j'ai vécu sans jamais y arriver jusqu'au jour où vraiment ça m'est revenu en pleine figure, mais il a fallu presque 2 ans. D'accord. Et avec le recul, je me dis 2 ans perdus, vraiment. Oui, bien sûr, mais au début, donc vous avez quoi, des bouffées de chaleur, enfin bref, et vous en parlez à votre médecin ou pas? J'en parle à mon médecin qui me propose vraiment d'attendre un petit peu le temps que mes règles vraiment se terminent. Il me propose de prendre un traitement substitutif dès qu'on sera sûr que la ménopause est bien installée. Et moi, je lui dis oh, mais docteur, franchement, la ménopause, moi je travaille dans le bien-être, j'adore la nature, j'aime me ressourcer. Et la ménopause, c'est naturel. Après tout, c'est mon corps qui parle. Donc, je vais gérer. Et puis finalement, mon corps a eu raison de moi. Et du coup, il y a quelque chose qui a été très difficile à admettre pour moi. C'est que tout ce que je ressentais d'horrible, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, les insomnies, le moral dans les chaussettes, une fatigue extrême, et quand vous travaillez dans le sport, vous connaissez bien votre corps et vous vous dites qu'il y a des fatigues qui sont complètement anormales. Et la nuit, quand je dormais, j'avais mes articulations qui claquaient. Comme quand on se fait claquer les doigts, mon dos claquait. Et j'étais réveillée, fatiguée, etc. Et je me suis dit, non, mais je vais prendre 2-3 compléments alimentaires, ça va aller mieux, etc. Jusqu'au jour où j'en parle quand même à mon gynéco, qui me dit, oui, c'est normal, en ménopause, ces symptômes-là, chez certaines femmes, sont terribles. Il faut prendre un traitement substitutif. Et là, je finis par lui dire, je sais pas. Et il me dit un truc qui m'a choquée. Et c'est grâce à ça que j'ai pris mon traitement. En fait, il était en train de m'ausculter. Et il me dit, vous rendez bien compte que votre peau change? Je lui dis, oui, bien sûr, je vois bien. Et il me dit, la couleur de votre vulve aussi. Et là, en tant que femme, ça m'a une espèce de coup de marteau sur la tête. Moi qui ai une vie sexuelle assez intense, je me suis dit, c'est pas possible ce qu'il me dit là. S'il y a quelque chose qui peut changer ça, et tout le reste, je prends le traitement. Et donc, il m'a donné œstrogène, progestérone. Alors, c'est curieux, j'ai jamais entendu ça. Est-ce que ça change la couleur de la vulve, non, Gérard Salama? Ça me paraît curieux. Hein. Non, pas du tout.
C'est La bizarre. réponse est non. La réponse est non. Mais Mais c'était si peut-être ça a une été le manière- déclencheur. oui. Oui. Alors, on va dire qu'avec le phénomène de vieillissement, il peut y avoir des changements de couleur de la vulve, mais c'est un phénomène de vieillissement et pas du tout de traitement ou d'absence de traitement hormonal. Voilà. Bon, c'est une bonne coïncidence pour vous en tout cas. Ça a fait un déclic. Mais voilà, alors c'est le problème à l'envers. C'est pas le médecin qui voulait pas, c'était vous. En fait. Exactement. Et donc, en fait, j'ai pris donc en me disant de toute façon, je suis tellement dans le mal que ça peut pas être pire. Donc, je tente. Et en tentant, en espace de 48 heures, j'ai commencé à redormir normalement, à de nouveau avoir le sourire, à de nouveau avoir des idées roses alors qu'elles étaient noires depuis des mois. D'avoir re-envie d'une libido normale, alors qu'en fait je me disais comment ça se fait que j'ai plus d'idées sexuelles, moi qui aime tant le sexe, voilà, et tout est revenu normal. Et depuis, je voudrais lancer cet appel à toutes les femmes, quand on hésite, il faut franchir le pas, tester et vous verrez, vraiment. Bon, en tout cas, c'est une très bonne pub pour les traitements hormonaux substitutifs, Laura. C'est une très bonne pub, à supposer que les traitements hormonaux aujourd'hui aient besoin de pub. C'est une très bonne pub, mais je veux dire que le problème aurait été à l'envers si c'était votre médecin qui vous disait mais non, continuez comme ça, c'est dangereux, il faut pas prendre de traitement hormonal, vous voyez. Et c'est ça, à ça que sont confrontées les femmes aujourd'hui. Votre situation, elle est particulière et tant mieux, mais c'est dans l'autre sens que ça se présente. C'est qu'elles voudraient et qu'elles peuvent pas. On leur dit non, c'est dangereux. Oui, mais ce que je trouve intéressant dans le témoignage de Laura, c'est quelque chose qu'on entend quand même beaucoup aujourd'hui, par exemple chez les jeunes femmes qui ne veulent pas prendre de pilule parce que c'est pas naturel. Et on peut craindre qu'avec, alors moi je suis évidemment pas contre l'écologie, mais on peut craindre qu'il y ait aussi de plus de femmes aujourd'hui qui comme Laura, disent c'est naturel d'être ménopausée, donc il n'y a pas de raison de prendre un traitement, vous voyez. Moi, j'adore personnellement. Oui, pardon de vous interrompre. Mais j'adore tout ce qui est naturel. À partir du moment où je ne vais pas bien, j'essaie de trouver une solution quand même. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est tout. Je suis d'accord avec vous. Tant qu'on peut faire du naturel, volontiers. Mais quand ça va plus, et quand vous avez pardonnez-moi la comparaison, mais la plus belle voiture du monde et qu'il n'y a pas d'huile à l'intérieur, ça roulera pas quand même. Donc il y a un moment donné où c'est comme pour toute belle maladie. D'ailleurs, on aime tous le naturel et au jour où on a un cancer du sein ou autre chose, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut traiter. Donc le naturel, c'est un luxe. Le naturel, c'est très bien jusqu'au moment où on a besoin d'autre chose. Oui, voilà. Je peux rajouter quelque chose. Bien sûr, Laura, allez-y. Ouais, il y a quelque chose. Vraiment, moi, en tant que femme, je me suis dit que tous ces symptômes, quelque part, ne pouvaient pas être la résultante juste d'hormones. C'est pas possible. On se dit, mais c'est à cause des enfants qui s'en vont. Vous voyez ce que je veux dire? On met sur le dos. Il y a tellement de choses qui bousculent à l'intérieur de nous qu'on n'imagine pas que c'est juste à cause d'hormones. Et pourtant. Et c'est ça qui fait. Et pourtant, et moi qui travaille dans le bien-être, je travaille avec des gens qui ont mon âge et qui vont mal. Et moi, je leur dis, essayez et tout ça. Mais en fait, les gens, c'est comme s'ils n'avaient pas conscience que tout ça, c'était peut-être juste à cause d'eux, enfin, à cause de leur corps qui leur parle et qui va pas bien. Parce que, par exemple, quand des tas de femmes qui veulent faire des régimes, elles sont prêtes à avaler des konjac, des trucs horribles dont on ne sait pas, mais par contre, essayer de se mettre un gel sur le bras pour aller mieux tous les matins, il y a quelque chose qui passe et l'autre qui ne passe pas. Le côté hormonal ne passe pas. Des trucs affreux à ingurgiter, ça passe. Même moi, j'ai été confrontée à ça. Et je me dis, comment c'est possible qu'en fait, on croit des trucs publicitaires et que une femme hésite à se mettre du gel ou à avaler un petit cachet tous les jours? Eh bien, parce que je pense qu'on n'a pas conscience, quand on devient ménopausée, de la puissance des hormones qui nous bouleversent. Et on met sur le dos d'autres choses, des enfants, du mari, du boulot, etc. Mais on n'a pas conscience que tout ça, c'est à l'intérieur de notre corps. Parce qu'on oublie tout ce qui se passe au moment de la puberté. Quand on travaille un tout petit peu sur la puberté et quand on voit à quel point aussi bien le garçon que la fille va totalement se modifier dans son corps, mais également la voix, etc., on voit bien la puissance des hormones parce que c'est ce qui se passe au moment de la puberté. Et ça, à 50 ans, on l'oublie. Mais vous n'enlèverez pas de l'idée des gens, du monde, que le mot hormone fait toujours, il y a une petite connotation péjorative qui fait peur. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est culturel, tout simplement. Et avec le temps, regardez la contraception, il y a encore des pays qui ne font pas de contraception parce que c'est dangereux. Ça existe, des grands pays, mais comme la Russie. En France, il y a des femmes qui ne veulent pas de contraception. Et il y a des femmes qui n'en veulent pas. Le mot fait encore
peur. Il y a des pays où on donne même pas de traitement de fertilité parce que ça fait peur. Vous vous rendez compte? Alors bon, Dieu merci, on avance dans le temps. On avance parce que les esprits changent. On avance parce que les médecins commencent à avoir un esprit qui change aussi. On a aussi derrière nous des expériences, des statistiques et des données qui nous permettent de dire aujourd'hui plus à l'aise, prenez un traitement hormonal. Et peut-être que le meilleur exemple pour montrer la puissance des hormones, c'est dans la question trans. Quand un homme veut devenir femme ou une femme veut devenir homme, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne des hormones. Et son corps se transforme, sa voix se transforme, et en effet, en très peu de temps finalement, il ou elle devient un autre. Donc on voit bien la puissance des hormones, vous avez tout à fait raison Laura. C'était un témoignage qui fait un petit peu avancer les choses. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on retrouve Carole également dans un instant, qui a été opérée de l'utérus et donc qui voudrait réagir par rapport à tout ça. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel, je voudrais donner votre numéro de téléphone à l'antenne. Oui, bah vas-y, donne-le. Alors c'est le 06 32 94 29 90. Voilà, là, vous appelez ce numéro, vous tombez sur les Chevaliers du Fiel, c'est-à-dire nous-mêmes. Et c'est... La ménopause, ce n'est pas une maladie, et on en parle avec Gérard Salama qui nous rappelle que chaque femme devrait avoir un traitement qui lui convient, parce qu'il n'y a pas deux femmes qui fonctionnent de la même manière. Et ça, c'est vrai que c'est important que vous puissiez témoigner et poser vos questions, comme ça vous aurez votre réponse. Alors c'est Carole qui nous rejoint. Bonjour Carole. Oui, bonjour. Justement, c'est intéressant de passer à l'antenne aujourd'hui parce que j'ai consulté mon gynécologue il y a une semaine et dont on a parlé pour un éventuel traitement hormonal. Mais pour elle, vu que je suis ménopausée déjà depuis 4-5 ans, dû à mon hystérectomie, elle me dit les symptômes de la ménopause, c'est surtout au début. Au début, quand j'ai eu l'opération, mais elle me dit après, au bout de 4-5 ans, elle me dit c'est peut-être pas nécessaire de prendre un traitement, quoi. D'après elle. Donc après, elle me dit c'est cas par cas, mais moi dans mon cas, elle me l'a déconseillé, quoi. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je l'ai écouté parce que je me dis tout le monde parle d'un traitement hormonal, donc pourquoi pas, quoi. Par rapport à la fatigue, aux insomnies, au stress un petit peu, et bon, des choses où elle n'a pas tort, c'est qu'elle me dit si le stress il était là avant. Voilà, c'est pas la ménopause et ça peut accélérer, oui, le stress, les sautes d'humeur, mais c'est pas la ménopause. Alors, donc on a compris que votre gynéco est plutôt contre les traitements, comme beaucoup de médecins et de gynécos. Gérard Salama nous l'a assez répété depuis le début. Maintenant, quels seraient les inconvénients pour Carole de prendre le traitement? Quels seraient les avantages? Il faut faire le distinguo. Il y a deux choses dans le traitement hormonal. Il y a d'abord le principe de traiter les symptômes désagréables. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais il y a aussi un phénomène préventif. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez 55 ans qu'il faut tout arrêter ou ne rien prendre puisque vous n'avez pas encore commencé, puisque sinon vous aurez de toute façon de l'ostéoporose. De toute façon, si vous ne faites rien, bien sûr, donc un traitement reste nécessaire. Alors à 55 ans, si vous prenez en route, vous aurez des doses moins fortes qu'en temps normal, et c'est tout, mais ce sera suffisant pour prévenir votre ostéoporose, qui est une maladie importante. Ça va vous empêcher d'avoir ce qu'on appelle le vieillissement précoce, c'est-à-dire que vous avez envie certainement de toujours être belle, d'avoir une belle peau, d'avoir une peau tonique, donc ça va vous aider à ce niveau-là. Peut-être que ça vous aidera à nouveau sur les phénomènes de fragilité, j'appelle pas de dépression là, mais de simplement fragilité morale. Quand on a un coup dur, on le supporte plus ou moins bien, et quand on est armé par un petit traitement hormonal, on le supporte infiniment mieux. Donc voilà, c'est comme si vous aviez des armes en plus pour l'avenir. C'est aussi un traitement préventif, faut pas l'oublier. Sans oublier évidemment la sécheresse vaginale qui généralement augmente sans traitement. Bien évidemment, et qui va pas aller en s'arrangeant avec le temps. Donc tout ça mélangé est une chose. Le deuxième élément que je voudrais vous dire, c'est que lorsqu'on a une hystérectomie,
on a eu une hystérectomie, le traitement est plus léger, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'associer la progestérone avec les œstrogènes, et que bien longtemps, on a dit que le risque en fait du traitement hormonal, c'était l'association des deux. Donc vous, en plus, vous êtes dans une zone totalement hors risque, parce qu'on ne vous donne pas de progestérone quand vous avez une hystérectomie. Voilà, donc vous avez 1000 raisons, si je puis dire, de reprendre un traitement, je veux dire, adapté à vous, c'est-à-dire léger, de préférence, et puis voir après, c'est le médecin qui décidera s'il faut prendre un peu plus, un peu moins, et de continuer pour prévenir et préserver vos os. D'abord, c'est très important, hein, l'ostéoporose. N'oubliez pas que l'ostéoporose, ça donne des douleurs, ça donne des tassements, on perd des centimètres de sa taille, on rapetisse, et enfin, ça donne des fractures. Voilà, donc c'est très important aussi. Et dernière question quand même, vous parlez de la peau, Gérard Salama, on sait qu'en effet la peau se flétrit plus sans le traitement. Est-ce qu'au niveau du visage, par exemple, le traitement évite peut-être un peu plus l'apparition des rides ou pas? Bien sûr que oui. Oui. Il l'évite pas, il le retarde. Oui. Bien sûr que oui. Et toutes les femmes qui vous diront j'ai repris mon traitement ou je prends un traitement, vous les comparez aux autres et vous verrez la différence sur leur visage. Bien sûr que oui. Sur leur visage et sur leur corps, hein, bien sûr. Ouais. Après, j'ai pas eu de mots comme quoi j'avais eu une stéréoporose, le mot que vous venez de prononcer. Oui, parce que vous êtes trop jeune encore. Là, on est dans la prévention. On est dans l'ostéoporose. On est dans la prévention. L'ostéoporose arrive vers 60-65. Mais je veux dire qu'elle se prépare avant. Elle se prépare, la fragilité osseuse se fait progressivement et elle se manifeste en général autour de 60-65 ans. Mais c'est avant, c'est tout un processus préventif qu'il faut faire. Parce qu'une fois que les os se délitent, si je puis dire, on peut pas le rattraper. C'est ça qui est important à comprendre aussi. Donc il vaut mieux prendre. Il y a des traitements, mais c'est difficilement rattrapable. Il y a des traitements quand même, mais c'est difficile. Après, elle me disait, c'est pas qu'elle était contre, hein, au contraire, parce qu'elle me disait elle m'a parlé qu'en Allemagne, ils étaient beaucoup plus avancés que nous à ce niveau-là, au niveau des traitements et tout, d'après ce qu'elle m'a dit. Donc elle est vraiment pas en France, on a de très bons traitements. C'est simplement parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui sont pas au courant, mais les traitements sont très bons en France. Il n'y a pas des très bons traitements ou des très mauvais traitements. Il y a un traitement. Dans ce traitement, il y a la façon de le donner. On peut en parler d'ailleurs. Il y a la façon de donner en comprimé, les oestrogènes, en gel, en patch, c'est-à-dire à travers la peau. Bon, ça c'est une chose. Mais ce sont les traitements qui sont les mêmes partout. À ceci près, où est la différence? C'est qu'on peut donner des doses massives et des doses extrêmement légères et on peut les adapter à chacune. Et on s'est aperçu, et moi c'est ce que j'ai tiré de mon expérience longue à ce niveau-là, c'est qu'avec des doses plus légères, de toute façon, on avait très souvent les mêmes effets bénéfiques. Donc, pourquoi pas? Et allons-y. Et on s'est aperçu qu'avec ces doses-là, on a infiniment moins de problèmes, pour ne pas dire quasiment plus. Donc allons-y au traitement. Bon, en tout cas, on n'essaie pas de vous convaincre, hein, Carole, vous avez votre libre arbitre. Hein. Bien sûr. Mais comme ça, vous avez les renseignements. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous avez le livre de Gérard Salama, La ménopause maîtrisée, comment mieux vivre cette transition. Vous avez dedans, je crois que vous avez vraiment abordé toutes les questions sous tous les angles. Il y a même des chiffres. Donc vous avez, Carole, maintenant... toutes les réponses pour faire votre choix. Absolument. Et Carole a dit un truc intéressant, c'est qu'elle a dit que son médecin lui a dit qu'en Allemagne, ils étaient plus avancés. Ça veut dire quoi, avancés? Ça veut dire simplement qu'ils donnent le traitement à beaucoup plus de femmes. Et ça veut dire inversement que beaucoup plus de femmes réclament le traitement. Aux États-Unis, c'est absolument pareil. C'est tout le monde qui réclame un traitement. Donc nous parlons d'un problème franco-français. Parce que dans beaucoup de pays, c'est une chose simple, établie. On traite, bien sûr, sauf les femmes qui ont des contre-indications médicales au traitement hormonal, et ça, on pourra en parler. Allez-y, dites-le. Écoutez, il y a des femmes qui souffrent de leur ménopause et pour lesquelles on ne peut pas donner un traitement hormonal. Alors lesquelles? Toutes les femmes d'abord qui ont eu un cancer, les cancers du sein, cancer des ovaires, cancer de l'utérus, on ne peut pas leur donner un traitement hormonal. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire? Rentrez chez vous et souffrez en silence? Non. On a fait aussi des progrès là-dessus, alors on se débrouille. Alors qu'est-ce qui se passe? Le symptôme le plus invalidant reste quand même la bouffée de chaleur. Quand elle est
très importante, je peux vous dire, enfin, c'est amusant que ce soit un homme qui vous dit ça, mais c'est quand même très invalidant. Il y a des femmes qui ne dorment pas et qui sont donc épuisées le jour et qui, parce qu'elles sont épuisées le jour et qu'elles vont au travail, finissent par déprimer. Ainsi, vous voyez le cycle infernal. On a un nouveau médicament qui est sorti il y a à peu près, allez, on va dire 3 à 6 mois, qui est non hormonal et qui traite d'une manière merveilleuse les bouffées de chaleur. Donc ça, c'est bien pour deux types de cas. Celles qui ont une contre-indication, on a dit cancer du sein, mais il y a aussi les accidents vasculaires cérébraux et les problèmes veineux, etc. Importants, problèmes veineux importants, phlébite, etc. Et donc, ces personnes-là peuvent bénéficier de ce traitement et elles n'auront plus de bouffées de chaleur. Donc ça, c'est extrêmement important, et c'est valable aussi pour celles qui ne veulent pas de traitement hormonal. Au moins, on pourra les traiter. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison pour que les femmes aient encore des bouffées de chaleur insupportables. Non, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour traiter, quoi. Absolument. Et enfin, il n'y a pas que ça. On a aussi des traitements non hormonaux pour la sécheresse vaginale. On a des traitements aussi, bien sûr, quand il y a un peu de dépression. On a des traitements pour des douleurs osseuses quand il y a de l'ostéoporose. On est obligé de faire au coup par coup. Mais il est tellement plus simple quand on va bien, quand on est en bonne santé, de prendre un traitement qui va régler tous ces problèmes. Voilà, c'est dit. Merci Carole en tout cas, et on vous laisse évidemment prendre la décision que vous avez envie de prendre. C'est à vous de choisir. On va continuer dans la deuxième heure à vous répondre, et puis on attend vos témoignages, quels qu'ils soient, comment vous réagissez, et si vous avez envie de poser des questions à Gérard Salama, n'hésitez pas. Vous nous appelez au 0826 300 300. On va vous donner une petite devinette aussi, Gérard Salama. Alors écoutez bien, quand est-ce que deux femmes se mettent systématiquement d'accord? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Quand elles ont un dénominateur commun à critiquer. Après les infos, si bon, alors d'accord. Vous avez le temps de réfléchir. Comme ça, vous réfléchissez tranquillement et vous essayez de trouver la réponse. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, partenaire de Vacances à Dubaï, le nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel. Je serai là avec mes nouveaux talents. Après les Jeux Olympiques, retrouvez les Lambert, les personnages cultes des Chevaliers du Fiel, pour de nouvelles aventures à Dubaï, la destination la plus fashion du moment. Infos et réservations sur le site des Chevaliers du Fiel et dans vos points de vente habituels. Vacances à Dubaï, le nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel, actuellement en tournée partout en France. Avec Paris et Saint-Denis, un jardin du souvenir doit notamment être inauguré en face de l'hôtel de ville en fin de journée. Voilà pour l'info. Excellent après-midi à tous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous parlons aujourd'hui de la ménopause avec Gérard Salama. La ménopause, c'est un terme qui a encore un côté un peu négatif. C'est vrai. Absolument, c'est un mot horrible. Je trouve que c'est un mot horrible. Oh, pourquoi? C'est pas. Oh, je l'aime pas. On pourrait trouver autre chose de plus sympathique. C'est ce qu'on y a mis dedans depuis des années. C'est vrai, mais il y a des mots comme ça. Je trouve dans la littérature, même dans la médecine, suite de couches. J'ai des mots comme ça. Suite de couches. Je trouve ça un peu. Les règles, c'est très bizarre. Et les nerfs monteux, c'est pas mal. Oui, voilà. Bon, écoutez, c'est vrai qu'on vit avec depuis des millénaires, on continuera. Mais c'est vrai que c'est pas joli. C'est pour ça qu'il faut appeler ça le second printemps. Le second printemps, ça me va parfaitement bien. La seconde vie, le second printemps, une nouvelle vie, un nouveau redémarrage. Oui, ça j'aime. Bon, en tout cas, vous avez quand même appelé votre livre La ménopause maîtrisée, parce que de toute façon, pour l'instant, si j'avais mis le deuxième printemps maîtrisé, je ne sais pas si on m'aurait compris. On ne vous aurait peut-être pas compris, non, absolument. C'est aux éditions Humaine Science. On a déjà donné beaucoup d'informations depuis la première heure. On a compris, vous êtes pro-traitement hormonal substitutif, parce que vous êtes pour que les femmes aillent bien, aillent mieux et vivent bien jusqu'au bout, tant qu'à faire. Et c'est vrai qu'à 50 ans, on a encore de belles années devant soi. Et c'est bien dommage de ne pas en profiter. Alors, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300 et on vous donnera des réponses. Alors, j'ai une petite devinette, quand deux femmes se mettent systématiquement d'accord, pourquoi D'après moi, c'est quand elles ont un ennemi commun ou un dénominateur commun. Ça peut être. C'est le bon sens de la réponse. Oui. En général, c'est pour dire du mal d'une troisième. Exactement, c'est ça. Voilà. Vous voyez, on est sur la même longueur d'onde, en effet. Christine est avec nous. Bonjour, Christine. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis un peu émue, là, voilà. Oh, pourquoi?
Je sais pas, de passer sur l'antenne. Ça fait drôle, oui. Bah écoutez, oui. Faites comme si on n'était que tous les trois au téléphone, comme ça, voilà. Je vais faire ça. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été ménopausée très jeune, vers les 42-43 ans. Et en fait, j'ai eu mes règles très tôt aussi. Je devais avoir 13-14 ans. Alors je sais pas si c'est... 13-14 ans, c'est pas très tôt pour des règles. Ah bon? Ah ouais. C'est-à-dire, moi je suis née en 51, alors peut-être qu'à l'époque... je sais pas. Pour moi, c'était jeune. Parce que quand ça m'est arrivé, j'étais au courant de rien. À l'époque, les mamans, elles ne parlaient pas trop. Et devoir se s'enseigner, ça m'avait complètement traumatisée. Bah, c'est sûr. Bon. C'est toujours, c'est toujours important que la mère prévienne sa fille que ça va arriver, bien sûr. Bref. Oui. Bon, donc, et alors donc bon, j'avais quand même des règles un petit peu. Une fois je les avais en avance, une fois en retard. Je veux dire, c'était pas trop régulier. Et alors quand je n'ai plus eu mes règles, bon, 42, 44 ans, là, je me rappelle plus maintenant. Mais au début, je me suis dit, mon Dieu, je suis enceinte, quoi. Et puis en fait, non, c'était pas ça. Et moi, je voulais pas prendre des hormones parce que comme j'ai des varices intérieures, on m'avait dit que de prendre ces hormones-là, ça risquait de compliquer les choses. Donc, ce qui fait que j'ai eu une ou deux fois les vapeurs, c'est-à-dire j'avais chaud, froid, je transpirais. Et puis après, c'est passé comme ça. J'ai pas eu besoin de prendre d'hormones. Ma ménopause s'est passée, pour ainsi dire, facilement. Très bien. Voilà. Et donc, vous n'avez pas de traitement, vous ne prenez rien? Non, je n'ai rien pris. D'accord. Et peut-être que maintenant, je le regrette parce que je trouve que, au point de vue caractère, des fois, je suis en forme et puis des fois, ça va pas. Vous avez pas loin de 75, hein, c'est ça, si je fais le calcul en 51. 74, oui. 74 le 18 novembre. Là. D'accord. C'est dur. Bah, vous savez, comme je dis souvent. Non. Ce qu'il faut, on va tous vieillir. Ce qu'il faut pas, c'est devenir vieux. Voilà. Ah, d'accord. C'est une jolie phrase. Vous êtes d'accord avec ça? Je comprends la métaphore. Oui. Bon. Oui. Non, mais moi, je suis jeune dans ma tête, mais je veux dire, ça fait pas tout non plus. Hein. Vous voyez, j'étais très mince. Là, j'ai pris, disons que j'ai un surpoids, j'ai au moins 10 kilos à perdre. J'y arrive pas, quoi. Oui. Gérard Salama, allez-y, je vous en prie. Le fait d'avoir eu une ménopause à 42 ans n'est pas lié au fait que vous ayez une puberté très tôt. D'ailleurs, 13 ans, en 51, 13 ans, c'était un âge tout à fait normal. Aujourd'hui, c'est 10 ans, 10 ans et demi, 11 ans. Mais c'est l'évolution des choses. Oui, c'est l'évolution des choses, c'est comme ça. Non, à votre âge, enfin, je veux dire, en 51, c'était normal. Donc, c'est pas le problème. Vous avez eu une ménopause anormalement tôt, c'est une pathologie. Il y a des femmes qui sont, d'ailleurs, c'est souvent génétique et familial. Souvent, on retrouve la même chose dans certaines familles. Et des gens comme vous, madame, ont particulièrement besoin, parce qu'elles ont une absence hormonale très tôt, d'un traitement hormonal substitutif. Pourquoi? Encore plus pour l'ostéoporose, justement. Et c'est celle-là qu'on doit traiter en premier. Et c'est ce qui se passe en général. Alors paradoxalement, souvent, les médecins sont moins réticents à traiter ces femmes de 42 à 50, et après leur disent « Ah non, ça suffit », qu'après la ménopause. Voilà. Mais il faut impérativement traiter les femmes de 42 ans. Alors, je voudrais juste, si vous permettez, Brigitte, de dire, parce qu'on parle beaucoup de traitement hormonal, et c'est normal, mais il faut savoir aussi qu'un traitement hormonal, c'est pas seulement une prescription sur une ordonnance. Ça veut dire que ça nécessite une surveillance régulière. Il faut pas l'oublier, ça. Ça veut dire que quand vous avez un traitement hormonal, vous devez voir votre médecin une fois tous les ans ou tous les ans et demi. Vous devez faire des mammographies. Ça, c'est évident, tous les 2 ans. Vous devez faire une densimétrie des os pour voir après 60 ans, 55 ans, 60 ans, pour voir l'état de vos os. Vous devez faire un bilan sanguin pour voir... Enfin bon, bref, de nombreux examens. Un frottis... Je fais rien de tout ça, moi. Non, oui, mais je parle d'une manière générale. Les femmes, c'est bien d'avoir un traitement hormonal, mais ça demande une surveillance impérative. Sinon, on prend aussi des risques. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit surveillée. Ça, on l'a pas dit, mais il était important de le dire. Donc il est peut-être temps, Christine, de faire un petit bilan. De toute façon, ça fait pas de mal. Hein. C'est ce que je vais faire.
Et puis, est-ce que justement, à 74 ans, il est trop tard pour prendre un traitement ou... Ah oui, il est complètement trop tard. Il est tout à fait tard pour prendre un traitement. Mais il n'est jamais tard pour faire un bilan. D'abord, pas parce que vous avez eu ou n'avez pas eu d'hormones, c'est parce que vous avez votre âge. Et qu'à votre âge, il faut vérifier vos os, il faut vérifier votre sang, il faut vérifier beaucoup de choses. Ça, c'est votre cœur. Donc, c'est un bilan normal d'une femme de votre âge, comme une femme de 60 ans, de 65 ans, qui doit faire aussi un bilan. C'est tout. De toute façon. Surveillance, de toute façon, une prise de sang régulière, arrivée après 65 ans, je pense que c'est assez... Et même avant. C'est quand même... N'oubliez pas qu'on est dans une médecine préventive aujourd'hui. On est dans une médecine qui n'attend pas la maladie, qui veut traiter la maladie avant qu'elle arrive. Donc, il faut impérativement se faire suivre par son médecin, quel qu'il soit, gynécologue, généraliste, mais à partir même de 50 ans, j'ai envie de dire. En tout cas, certainement dès qu'un traitement hormonal est instauré. Oui. Bon, ben je vais m'occuper de ça. C'est pas facile de trouver un médecin, de trouver. Moi, je suis dans l'Ardèche là, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Oui, mais il n'y a pas d'urgence. Vous avez le temps de trouver un médecin. Mais c'est simplement parce que avec l'âge, on peut avoir des petits problèmes de cholestérol, d'hypertension, tout ça. Et aujourd'hui, tout ça, ça se soigne très très bien. Enfin, très bien et ça prévient des maladies. Exactement, ça évite. Et puis vous savez, Brigitte, moi, quand j'ai commencé ma médecine, je me suis entendu dire 1000 fois à des patientes de 70 ans, madame, ça suffit, les mammographies, on va arrêter, ça suffit. Restez près du micro, s'il vous plaît. Voilà, on va arrêter les mammographies à 70 ans, ça c'est mon discours d'il y a 25 ans. Aujourd'hui, on voit des cancers du sein à 80, 85 ans, de plus en plus. Donc ça veut dire que la surveillance et la médecine préventive, et j'arrêterai pas d'insister là-dessus, doit se continuer à tout âge. Voilà, à tout âge. Il n'y a plus de limite. Notamment on est à l'abri parce que tu vois, on a passé l'âge d'attraper des maladies comme ça, mais finalement on est à l'abri de rien, quoi. Oui, mais on va pas vivre dans l'angoisse non plus. On fait ces examens-là pour être tranquille et tranquillisé et faire ce qu'il y a à faire s'il y a une pathologie. Mais on le fait pas avec angoisse. Il faut le faire parce qu'il faut que ça fasse partie de la routine. C'est juste pour éventuellement prévoir s'il y a quelque chose. Et c'est pas parce qu'on fait un examen qu'on va attraper ce qu'on a. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas cette peur-là que j'ai. Non, il faut prendre rendez-vous, il faut y aller. En fait, ça, c'est vrai que je suis un peu paresseuse de ce côté-là, quoi. Voilà. La santé, c'est peut-être la chose la plus importante, non, quand même, Christine. Donc, prendre un petit peu de temps pour ce qui est important pour nous, ça me paraît être une bonne manière, une bonne philosophie de vie. Disons que moi, là, je me contrarie, mais n'importe comment, quand j'étais jeune, je savais que j'aurais des difficultés quand je serais âgée, parce que ça me rend triste, voilà. Mais vous savez, Christine, le seul moyen de ne pas vieillir, c'est de mourir. Donc, vous savez que la vie est une chose qui se termine toujours mal. Donc, profitez. Vous avez raison. Profitez bien de la vie. Vous avez l'air en pleine forme. Donc, faites un peu d'examen. Vous verrez que vous êtes en pleine forme et vous allez retrouver votre second printemps. Voilà. C'est gentil. Merci Christine, merci beaucoup. Bon, allez, on fait une petite pause et puis on va continuer évidemment à donner les informations qui sont indispensables pour toutes les femmes qui nous écoutent, parce que visiblement, il y a quand même beaucoup de femmes qui ne sont pas trop au courant, peut-être parce que justement les médecins ne sont pas suffisamment non plus informés. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Et gagnez une semaine de vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne grâce à Lagrange Vacances. Des résidences 3 et 4 étoiles dans toute la France dans lesquelles vous pourrez vous ressourcer et vous détendre. Écoutez le Grand Matin. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Alors c'est une rubrique qui évidemment ne parle pas de la ménopause, Gérard Salama, et d'autant plus que nous avons un homme qui va réagir et c'est une phrase magique, je crois, qui vous a sauvé ce jour-là. Patrick, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Gérard. Oui, c'est une phrase magique ou une situation magique. En fait, c'est un appel d'un ami que je n'ai pratiquement jamais au téléphone. Et il m'a appelé un jour et c'était vraiment le jour où il fallait qu'il m'appelle et il fallait que je lui parle. Je ne l'aurais moi-même pas sollicité dans ce cas-là, mais c'est lui qui
passé un déjeuner seul et m'a appelé, il m'a dit Patrick, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, comment ça va? Et ça allait très mal pour tout dire, puisque je lui avais évoqué avec lui pendant l'été, à l'époque, c'était il y a 8 ans, que j'étais amoureux d'une personne, qu'on sortait souvent, que ça restait très platonique et que ça restait presque, je faisais ma cour. Voilà. Et donc on devait être mi-janvier, il m'appelle et il me prend mes nouvelles. Et là je lui dis pas de bol. Ce matin on s'est quitté après la première fois on était ensemble une nuit et elle en a fait la conclusion que malheureusement pour elle ça collait pas, ça collait pas faire une histoire d'amour et qu'elle était bien triste, donc on s'était quitté après avoir pris le petit déjeuner ensemble et encore discuté et refait le monde. Et moi j'étais bien sûr le moral dans les chaussettes et ne sachant pas trop ce que j'allais faire, et lui il m'a juste donné un conseil que j'ai suivi. Il m'a incité à quand même lui écrire ce que j'avais sur le cœur pour elle et tout ce que cette histoire signifiait pour moi. Et bien sûr sans la velléité de se dire j'attends une réponse. En gros, de repasser à la case je réembraye pour que tu me dises oui, ou que tu me laisses une 3e chance, une 4e chance, une 6e chance. Bref, c'était plutôt libérons l'amour que j'ai pour toi. Je vais vraiment le dire dans tous les détails, parce que alors j'étais très long, mais à la fin je concluais, j'entends bien que tu ne souhaites plus me parler directement et bien sûr je ne te relancerai pas, hein, et ça n'a pas vocation à cela, mais je voulais en avoir le cœur net, et ce que j'ai fait, et j'ai en effet pas relancé, sauf que 3 semaines plus tard, on avait un concert dans lequel on avait prévu d'aller ensemble. Moi j'avais des places, elle avait des places. Et j'y suis rendu pensant qu'elle serait sur place elle aussi, ce qui n'a pas manqué. Et la force d'avoir écrit précédemment ce que j'avais écrit sous l'impulsion de mon ami m'avait programmé pour simplement la saluer et m'éclipser, ne pas insister, parce que tout était dit, tout était clair. Donc à la fin, je n'avais pas à négocier quelque chose ou surtout à imposer. Donc je pense que la démonstration que j'ai faite à ce moment-là, c'est que quelqu'un pouvait être follement amoureux d'elle sans rien lui imposer et sans la mettre dans un chantage affectif. Vous voyez, c'est un peu ça. Et donc, je me suis éclipsé à la fin du concert en l'ayant complimenté sur sa nouvelle coiffure. Et c'était le mardi. Et le samedi matin, elle m'appelait pour savoir si je voulais prendre un petit déjeuner à Montmartre. Alors moi, j'étais déjà content en disant tiens, elle veut me parler. Et j'étais parti sur la fête qu'on resterait sans doute amis, que tout avait été dit. Ça y est, on passerait certainement à une autre chose. Et je me suis rendu à ce déjeuner, parce qu'il était devenu un déjeuner. Et pendant que je parlais, et sans m'en apercevoir, elle avait dégagé sur la table tout ce qui était entre nous, hein, les verres, les petits pots de fleurs, ce genre de choses dans un restaurant de Montmartre. Et à un moment donné, sa main s'est posée sur la mienne. Et là, la foudre est tombée. Je dirais là, je m'y attendais presque plus. Et pour dire que parfois, il est important d'appeler ses amis, même quand c'est pas sollicité, et que si je dois tirer une remarque de cette situation, c'est que bien sûr qu'on est des personnes autonomes, libres de nos pensées, etc. Mais que finalement, on est aussi le fruit des amitiés et des relations qu'on a pu avoir par ailleurs. Et que parfois, mais c'est chouette parce qu'il a été le bon messager, votre ami. Parce que d'abord, c'est toujours agréable quand on n'est pas bien d'avoir un ami avec qui on peut partager sa peine. Et puis ce qu'il vous dit, libère-toi le cœur en écrivant ce que tu as à lui dire. Donc ça a été la première chose, et je pense que ça vous a fait du bien. Et ensuite, c'était en effet la meilleure stratégie que vous pouviez avoir vis-à-vis de cette femme, parce que quand elle vous quitte le matin en vous disant on peut pas vivre ensemble, etc., c'est dû certainement à une contradiction en elle, c'est-à-dire qu'à la fois elle a été certainement très très bien, et puis il y avait certainement des peurs ou des inquiétudes dues à sa propre croyance ou à sa propre vie, vous voyez. Et si vous n'aviez pas, envoyé cette lettre, elle n'aurait peut-être pas osé revenir vers vous, tandis que là, elle avait tout pour revenir vers vous. Tout à fait. Et je pense surtout que la rencontre à ce concert aurait été gênante
Pour vous, oui. Sûrement. Vous n'auriez pas su. On se serait regardé en disant mais que doit-on faire? Et surtout moi, j'aurais été totalement mais une fois que j'avais écrit cela et que j'en étais libéré, je pouvais m'assurer de ma démarche. Vous aviez, enfin vous savez, j'aime bien cette image que la balle était dans son camp. En écrivant cette lettre, vous envoyez la balle dans son camp et donc vous n'avez plus rien à faire si ce n'est peut-être un peu à espérer et à attendre, mais de toute façon vous n'aviez rien d'autre à faire. Alors qu'autrement, vous auriez peut-être un petit peu essayé de la solliciter, vous auriez peut-être un petit peu été trop prévenant, enfin on ne sait pas. Hein. Ou trop en recul. Ou trop en recul. Et bien sûr que la balle était à la fois dans son camp, mais ce que je n'ai pas fait exprès, et en tout cas c'est bien mon ami qui me l'a inspiré, mais sans me le dicter, cette intention, parce que lui-même est un peu psychologue parfois à ses temps perdus, donc il a bien ces choses-là en tête, et je pense qu'il l'a fait spontanément, mais ce n'était pas faire du chantage affectif ou en tout cas en disant je mets la balle dans ton camp. Là maintenant, on ne peut dire que oui à ce que je t'ai écrit. C'était vraiment une intention dans laquelle, encore une fois... Non, bien sûr. D'ailleurs, je la laissais libre. Vous la laissiez libre, puisque vous disiez bien à la fin de votre lettre que de toute façon, vous ne reviendriez pas vers elle. Donc, c'était... Et dans un confort affectif. Je pense que c'était ça aussi quelque chose de très important pour elle. Et oui, comme quoi, s'il n'avait pas appelé, peut-être que... Voilà. Mais en plus, c'est la première fois, on se connaît depuis plus d'une dizaine d'années, on se voit 5-6 fois par an et on a souvent des grandes discussions et on refait le monde. Mais entre-temps, on s'appelle pratiquement jamais. Mais jamais. Et ce jour-là, c'était le jour, le moment, l'instant où j'avais besoin de son conseil, son appui et son impulsion, puisque je dirais en plus, j'aurais eu du mal à partager les détails avec d'autres, parce que c'est vrai qu'avec lui, je m'étais bien épanché sur cette situation et qu'en plus, moi, quand je vais pas bien, j'aurais tendance à aller dans ma grotte et puis en sortir. Vous voyez, je vais pas tellement solliciter la vie des uns et des autres, j'attends que ça se passe. Oh, seriez-vous un homme ? C'est possible. En tout cas, merci de cet échange, Patrick. Je rappelle que vous pouvez vous aussi participer à C'est maintenant, si vous avez envie de nous raconter un moment particulier ou un mot, ou peut-être que vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un à qui vous n'avez jamais osé le dire. C'est ça, c'est maintenant. C'est un petit moment d'antenne qu'on vous offre et que dont vous pouvez profiter. On va se retrouver toujours avec Gérard Salama et on va continuer peut-être aussi à se poser la question jusque quand peut-on prendre ce traitement contre la ménopause. Peut-être qu'on peut peut-être pas le prendre jusqu'à sa mort, je ne sais pas. En tout cas, la réponse, c'est dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors Gérard Salama, on va d'abord partir sur les mouvements du bassin, parce que c'est vrai que les mouvements de bassin lors d'un rapport sexuel ont une grande importance, à la fois pour son plaisir, mais également pour celui du ou de la partenaire. Et c'est vrai que, par exemple, les hommes croient qu'il faut faire des coups de rein forts et toujours au même rythme, de bas en haut. Et c'est vrai que c'est un peu faux. Alors c'est vrai qu'on le voit dans les films pornographiques, les acteurs font comme ça, mais c'est pas parce que les actrices ont l'air de hurler de plaisir que c'est forcément comme ça qu'il faut faire. C'est du cinéma, rappelons-le. Alors venons déjà à la réalité. D'abord, aucun homme va tenir ce rythme plus de 5 minutes, c'est pratiquement impossible. Soit il aura un problème d'érection, soit il va éjaculer. Donc les mouvements de bassin doivent être de bas en haut, mais aussi de gauche à droite et de droite à gauche, afin de varier un peu les sensations. Et surtout, ils ne doivent pas être trop variés, c'est-à-dire que on ne fait pas des mouvements d'aller-retour lent et puis plus rapide et puis lent et puis plus rapide, etc., etc. Je crois que ce qui est important, c'est de rappeler que coït, ça veut dire aller ensemble. Ça veut dire donc qu'il faut là encore communiquer, faire l'amour à deux. C'est un petit peu comme une danse, comme un tango. Et plus le couple se connaît, plus il va être au diapason. Et puis la femme, elle non plus ne doit pas rester passive. Mieux elle saura bouger son vagin, son bassin, pardon, j'ai fait un lapsus. Plus elle sera aussi apte à accompagner le partenaire et à ressentir du plaisir. Donc c'est vraiment important de se focaliser un petit peu plus sur ces mouvements de bassin.
Alors, je posais la question justement, est-ce qu'on peut prendre ce traitement hormonal substitutif jusqu'à la fin de sa vie, Gérard Alors, les dernières études qu'on a faites disaient que nous pouvons de plus en plus prendre le traitement hormonal puisque l'avantage est supérieur au risque. Ça, c'est les premières conclusions. La deuxième conclusion, c'était de le faire à la française, que je parle pardonnez-moi, des statistiques aux États-Unis. À la française, c'est-à-dire en fait d'utiliser plus volontiers des traitements hormonaux d'estrogène sous forme de gel ou sous forme de patch à coller sur la peau, plutôt que de comprimés, parce qu'il y avait moins de conséquences éventuellement vasculaires. Ça, c'est un détail. Et puis il y avait un troisième élément qui était la durée du traitement. Alors la durée du traitement, si on veut rester tout à fait inoffensif, enfin, on peut jamais dire risque zéro, mais inoffensif, c'est entre 5 et 10 ans de traitement. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait après. Alors, je vous le dis, qu'est-ce qu'on fait après voilà. Alors la réponse c'est quoi? Alors la réponse c'est enfin moi je l'ai adapté un petit peu par mon expérience. 50 ans la ménopause, on est à 60 ans, on a encore 30 ans à vivre, on le disait tout à l'heure, ou 20 à 25 ans à vivre. Alors l'idée c'était premièrement, c'était de diminuer par 2 le traitement, puisque quand on vous donne un traitement de THS substitutif, c'était de prendre un traitement quotidien à une dose X, on va dire comme ça. Eh bien, on s'aperçoit qu'en le prenant que 5 jours sur 7, par exemple, déjà on a enlevé 48 heures. Et deuxièmement, de donner des doses inférieures, on avait dans 95% le même effet bénéfique. Mais en même temps, ça nous permettait de continuer le traitement encore, de doubler le temps de traitement, c'est-à-dire de passer de 7 ou 8 ans à 15 ans. Au bout de 15 ans de traitement, généralement, on n'a plus de problème d'inconfort, de bouffée de chaleur, de déprime, comment dirais-je, de mouvement d'humeur. Mais bien sûr, restent d'autres problèmes qu'on va pouvoir traiter par des traitements symptomatiques comme la sécheresse vaginale, comme l'ostéoporose. On a d'autres traitements de vitamine D, de calcium, etc., etc. Donc on change, si vous voulez, l'optique du traitement. Et on peut également, pour celles qui ont beaucoup de mal à s'en passer, et ça arrive, il y a des femmes à 65 ans, 70 ans qui disent « mais je peux pas m'en passer, c'est pas possible, je peux pas en vivre ». Et bien on s'aperçoit qu'avec des doses encore plus faibles, c'est-à-dire en donnant 2 fois par semaine, une petite dose juste d'entretien, on peut subvenir au confort. Donc on doit adapter, on a dit, on doit diminuer les doses dès le départ et trouver la dose adéquate. C'est pour ça que je disais une dose par personne, un traitement personnalisé. Et à chaque fois qu'on baissera le traitement, on pourra dire qu'on pourra le prolonger. Donc si on résume votre question, on peut dire que la tolérance à taux plein de traitement, c'est 7-8 ans. Et que lorsqu'on l'a diminué ou on essaie de progressivement le diminuer, on peut arriver jusqu'à 10-15 ans, ce qui suffit largement. Après ça, tous les traitements dits symptomatiques pour chaque inconfort qui restent, qui sont liés aussi au vieillissement, pourront survenir au confort de la patiente. Ce qui veut dire qu'à partir de 75 ans à peu près... Ou même avant, 65 ans. Si on a commencé à 15 ans, à 50 ans, on va commencer à se poser des questions à 65, et dans ce cas-là, et on va prendre une fois non, mais ce que je veux dire, à 75 ans, il n'y a plus de raison si on prend un traitement depuis... il n'y a plus aucune raison. Il n'y a plus aucune raison, bien évidemment. Si on prend un traitement depuis 50 ans. Ok. Myriam est avec nous maintenant. Bonjour Myriam. Bonjour à vous. Bonjour Myriam. Merci de m'avoir au téléphone. Ben, je vous en prie, on vous écoute, allez-y. Alors, moi, c'est un témoignage, c'est très intéressant d'ailleurs, ce que je viens d'entendre, parce que c'est vrai que pour les femmes, avec le désert médicaux dans les petites villes de France, il n'y a plus tellement de gynécologues, tu vois, il faut aller dans une grande ville, et voilà. Donc, si vous voulez... moi, mon témoignage, c'est que à 50 ans, donc j'étais opérée et on m'a sorti l'utérus, mais on m'a laissé les ovaires. Et mon témoignage, c'est que j'ai absolument rien eu, ni des bouffées de chaleur, ni des problèmes.
Rien, je m'inquiétais parce que je voulais simplement savoir si je devais pas avoir tous ces... J'entendais autour de moi les femmes se plaindre, donc je me demandais si c'est une question du fait qu'on m'a laissé les ovaires, donc j'ai pas eu ces problèmes voilà, des problèmes de sueur nocturne ou ce que j'ai entendu, des bouffées de chaleur, ni des sauts d'humeur, ni de dépression, rien du tout. Bon, je suis une femme très active physiquement, psychiquement aussi, donc voilà, je fais du sport, je suis voilà, dans la presse, donc si vous voulez, je remplis mon temps, je suis pas tellement centrée sur ce que je ressens, comment je vieillis. Non mais Myriam, il y a des femmes qui passent la ménopause très bien, hein, comme vous. C'est pour ça que, bien sûr. Alors, ma question était le fait que c'est vrai qu'on fait pas des analyses, enfin on fait les mammos et tout ça, mais je veux dire du point de vue ostéoporose ou de point de d'autres choses cardiovasculaires et tout ça, est-ce que quand on passe la ménopause bien, est-ce que on doit s'inquiéter parce que si vous voulez, il y a des médecins qui sont très proches de leurs patients, mais il y a certains médecins qui ils veulent être contactés quand les choses ne vont pas bien. Donc nous on n'est pas de docteurs, du coup on n'est pas dans la prévention. Et moi je suis dans la prévention. Donc est-ce qu'il y a un risque, par exemple cardiovasculaire ou un autre risque? D'accord. Vous avez quel âge aujourd'hui? Vous avez quel âge aujourd'hui, Myriam? 68 ans. 68 ans. C'est très intéressant ce que vous venez de nous dire. C'est extrêmement intéressant parce que je confirme ce que dit Brigitte, c'est qu'il y a énormément, oui, beaucoup de femmes, on peut dire même jusqu'à 25-30%, qui ont pas de problème du tout d'inconfort à la ménopause et qui pourraient se dire aujourd'hui mais de quoi ils parlent ces gens-là, puisque moi je vais très bien et j'ai jamais rien eu. Donc ça, il faut en tenir compte. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et c'était un peu votre cas. Alors votre cas particulier, c'est pas parce qu'on vous a laissé les ovaires. Hein. Les ovaires, de toute façon, ils s'arrêtent à 50 ou 52 ans et après on se retrouve à la case de Madame Tout le Monde. Donc vous avez eu simplement, vous êtes une femme qui n'a pas eu de problème de ménopause. Ça c'est une bonne chose. La deuxième question, et qui est intéressante, c'est que est-ce que, si je comprends bien, est-ce que n'ayant pas eu de traitement, est-ce que je dois quand même me faire surveiller? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et donc, vous devez, comme toute femme, à partir de 60, 65 ans, avoir un examen cardiologique, un bilan, on l'a dit tout à l'heure, des mammographies, des frottis, etc. Et bien sûr aussi des recherches sur l'état des os, ce qu'on appelle l'ostéodensitométrie, c'est-à-dire la manière de vérifier l'état de vos os. Et à partir de ce moment-là, on rentre à la fois dans le phénomène de post-ménopause et à la fois dans le phénomène dit de vieillissement, entre guillemets. Ça veut dire qu'il faut surveiller, à tout âge, et à votre âge, il faut surveiller de la même façon. Voilà. On est ménopause, pas ménopause. Enfin, pour toutes les femmes qui n'ont pas de troubles pendant la ménopause, il y a toujours un petit symptôme qui vient s'installer. Il y a la sécheresse vaginale qui va venir s'installer. Donc ça, on va la traiter, si je veux dire, symptomatiquement par des traitements locaux. Voilà. S'il y a des douleurs osseuses, on va les traiter par des traitements aussi spécifiques pour ça. Donc on traite, si je puis dire, au coup par coup, et on arrive toujours un petit peu. Oui, ça c'est inhérent à votre âge. C'est inhérent à votre âge. Mais c'est pas parce que j'ai dit c'est inhérent à votre âge que vous n'avez pas mal. Et par conséquent, il faut qu'on vous soulage. Vous voyez ? Donc il faut pas. Il y a le phénomène ménopause, le phénomène vieillissement, mais évidemment il s'intrique les deux. Ça va de soi. Avec le temps, plus le temps passe et plus les phénomènes s'intriquent. Et souvent sont majorés par l'absence de traitement hormonal. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah ok. Ouais, très bien. Eh bien voilà la réponse de Gérard Salama. Merci beaucoup, c'est excessivement intéressant. Donc il faut que j'aille voir mon docteur, le médecin de famille. Et vous faites un petit bilan de santé sur les différents points que Gérard Salama a abordés. Absolument, Myriam. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois. À la prochaine. À la prochaine, Myriam. Merci. Et puis juste là, j'ai envie de vous rappeler que c'est le moment de jouer avec Sud Radio et le jeu Lelo
pour peut-être gagner ce vibromasseur gonflable Hector du Passage du Désir. Et je rappelle que cette semaine, il y en a un parmi tous ceux qui auront appelé durant toute la semaine qui remportera ce calendrier de l'Avent Passage du Désir qui est rempli de plus de 660 € de cadeaux. Vous envoyez dès maintenant Brigitte par SMS au 7 20 18 pour vous inscrire. Et puis je vous dis bonne chance à tous puisqu'il y en a déjà un qui sera tiré au sort avant la fin de l'émission pour gagner ce vibromasseur gonflable. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Je viens de passer une semaine. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Gérard Salama avec nous. Je rappelle ce livre, La ménopause maîtrisée, c'est aux éditions Humaine Science. Dans ce livre, vous donnez toutes les réponses dont on a parlé et bien d'autres encore. Il y a même beaucoup de chiffres. Enfin bon, c'est un livre franchement qui fait le bilan et on peut même faire son échelle d'évaluation de la ménopause en répondant à beaucoup de questions. Et c'est vrai que il y en a des symptômes. Ils sont tous dans ce livre. Céline, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Alors je commence mon histoire. Voilà, j'ai été en préménopause pendant plusieurs années avec toute une problématique adénomiose, de trucs classiques. Endométriose, donc avec des douleurs, des contractions, etc. Et je pense que c'était une préparation à la ménopause. Donc j'ai attendu sagement que ça se passe. Ça se passait pas, donc je suis allée voir le gynéco et il m'a proposé d'enlever l'utérus et les ovaires. Enfin, il ne me l'a pas proposé d'emblée. C'est moi qui insistais parce que je commençais à souffrir. L'endométriose, c'est pas très agréable. Ben non, c'est clair. Et du coup, maintenant, là, j'ai eu ma ménopause d'un seul coup, à 53 ans. Donc, du jour au lendemain, à la place des règles, j'ai eu des douleurs. Mais des douleurs partout. Et moi, je fais un métier très physique. Donc, j'ai tout de suite senti qu'il y a quelque chose qui se passait. Et j'ai pas pu voir mon gynéco. Donc, je suis allée faire un bilan au laboratoire. Et donc, bien sûr, j'étais ménopausée. Mais bon, on considère que la ménopause, c'est sur 12 mois. Donc, voilà. Et là, c'est le premier mois où j'ai pas de règles. Et pourtant, j'ai toutes les douleurs. Donc, ça a commencé par le psoas. Ensuite, les articulations des chevilles, etc. Donc, j'ai commencé à me documenter pour savoir comment je pouvais pallier à ça. Bon, alors donc, là, on est dans un autre sujet, mais il est intéressant. Alors, première chose, je ne parle pas de vous, je parle en général. L'endométriose est une maladie épouvantable qui peut invalider totalement la vie d'une femme et qui, théoriquement, disparaît ou se guérit à la ménopause. Donc quand une femme arrive à 47-48 ans, on lui dit non, on ne va pas vous opérer maintenant, madame, parce que si elle souffre beaucoup, on va essayer d'attendre la ménopause. Ça, c'est une chose. Quand elle a 40 ans et qu'elle est dans votre cas, on a plus tendance à opérer parce que si la souffrance est immense. Ça, c'est une chose. Donc, mais malheureusement, ça ne disparaît pas toujours à la ménopause. Voilà. Donc, il faudrait, dans l'absolu, à la ménopause, attendre 1 an ou 2, à supposer que ce soit supportable, bien sûr, pour voir si ça s'estompe complètement, et ça peut s'estomper complètement et disparaître. Mais si ça persiste, il faut enlever l'utérus, sans hésiter. Si ça vous gêne dans la vie, si ça vous empêche de vivre, parce que c'est une maladie extrêmement pénible et douloureuse. Attention, il y a des endométrioses, et il n'est pas question d'opérer toutes les endométrioses. Il y a des endométrioses qui sont très légères et d'autres qui sont très fortes. Si elle est forte chez vous, si elle vous gâche la vie, si vous pouvez attendre 1 an ou 2 de ménopause pour juger, si vous avez le temps d'attendre, alors vous attendez. Sinon, il faut vous faire opérer. Non, c'est pas le cas. Mais bon, ça, c'était pour la préménopause. J'ai plus, ça a totalement disparu. Même l'adénomiose du jour au lendemain. Ah, bah oui. Non, c'est vos articulations. J'avais compris que votre endométriose continuait. C'est pour ça que je vous posais cette question. Non, c'est les articulations qui font mal. Voilà. Mais pardonnez-moi, j'avais pas compris. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la ménopause, ça s'estompe très rapidement. L'endométriose, c'est le meilleur traitement de l'endométriose, c'est la ménopause. Bon. Et donc, pour Céline, qui justement maintenant, ça va bien de ce côté-là, mais c'est les douleurs articulaires qui sont là et qui sont visiblement très douloureuses. Oui, et ben il faut il faut savoir que j'ai jamais eu d'hormones. On m'a toujours proposé et j'ai toujours refusé, tout simplement parce que j'avais une pilule
qui m'a causé des problèmes veineux et ils m'ont retiré la safène dans la jambe droite. Oui. Moi, je pense que si vous faites un traitement hormonal d'une manière très légère, par voie cutanée, c'est-à-dire par crème ou patch, que vous le faites à petite dose, par exemple 2 fois par semaine, je pense que vos douleurs articulaires qui sont entièrement liées au phénomène de ménopause vont diminuer considérablement. Moi, je tenterai, je verrai. Vous faites un traitement d'1 mois, 2 mois. Si ça vous soulage considérablement, et moi j'en fais le pari, vous continuez à dose faible, 2 fois par semaine. Et si ça passe pas du tout, vous rentrez dans le domaine de la rhumatologie. Vous voyez un rhumatologue. Et on sortira du phénomène hormonal. Mais je suis convaincu que ça vient de là. Je suis convaincu. Moi aussi, oui. Oui, je me connais. Je me connais et c'est vrai que je me ressemble plus du tout. D'ailleurs, j'ai perdu la notion aussi de la régulation de la température. Donc, ce qui fait que j'attrape froid parce que j'ai tellement chaud que je sors en t-shirt. En plus, je suis en moyenne montagne, donc j'attrape vite froid. Et en fait, je perds la notion de la régulation. C'est tellement violent. Je mets une serviette de plage dans mon lit tellement vous transpirez. Oui, non, il vous faut un traitement, c'est clair. Et vous verrez que vous aurez beaucoup moins mal aux articulations. Moi, j'ai des patientes qui me disent, qui sont sous traitement hormonal et qui me disent, comme j'ai pas pu vous voir ou comme j'ai pas eu le temps ou j'étais à l'étranger, j'ai arrêté 1 mois ou 2, j'avais plus de médicaments. Mais qu'est-ce que j'ai mal à toutes mes articulations? C'est-à-dire que c'est immédiat. C'est immédiat. Et immédiat dans le sens inverse. Quand on reprend, ça disparaît. Ça disparaît pas à 100%, mais ça disparaît en grande partie. Donc je vous conseille vivement d'essayer et vous serez beaucoup mieux. À petite dose, je répète. J'insiste. Oui, je vais essayer. Et je veux dire à tous les auditrices, en fait, qu'on peut aller en candidat libre dans un laboratoire parce que quand on n'a pas de médecin ni de gynécologue, ce qui est notre cas dans notre région, c'est une catastrophe. Moi, j'ai été suivie par une chirurgienne parce que les gynécos ont fermé à l'hôpital. Enfin bon, c'est compliqué. Et du coup, on peut aller en candidat libre parce que je trouve ça quand même plutôt bien. Même évidemment, j'ai payé, mais à la limite, au moins, je sais ce que j'ai, quoi. Bien sûr. Merci de l'info. Mais c'est vrai qu'on manque de gynécologues et ça risque de pas aller en s'arrangeant on manque drastiquement de gynécologues. Oui. Drastiquement. C'est ça. Mais il faudrait que les généralistes prennent la relève. Merci infiniment pour le sujet. Oui. Merci infiniment pour le sujet parce que c'est vrai qu'il y a trop de femmes qui souffrent en silence. Oui, et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que on n'a pas beaucoup de médecins n'ont pas spécialement étudié ce domaine pour ce que je peux comprendre. Ils sont débordés d'informations. Bien sûr. Et vous venez de dire en silence. Vous avez tout à fait raison parce que c'est un sujet dont on ne parle pas à table et avec ses amis. Donc on continue de souffrir et on garde pour soi et on n'a pas le temps, on trouve pas de médecin et donc on continue de souffrir dans son coin. Et ça c'est terrible et croyez-moi, ça fait beaucoup de monde en France. Beaucoup de femmes. Oui, c'est ça, malheureusement. Mais merci d'avoir pris la parole aussi, Céline, parce que c'est vous aussi qui avez fait avancer l'émission aujourd'hui. C'est vous qui avez posé des questions à Gérard Salama, qui nous a répondu à peu près pour tout. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que vous auriez oublié de signaler, Gérard Salama, dans tout ce qu'on a dit depuis le début? Alors je sais que tout le monde n'a pas écouté de 14h à 16h, mais vous pouvez écouter en podcast l'émission si vous êtes en préménopause ou en ménopause, vous aurez toutes les informations durant ces 2 heures, ça c'est sûr. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter effectivement. D'abord, pour faire une sorte de synthèse, c'est oui au traitement hormonal, oui au traitement adapté, pas forcément à tout le monde, donc il y a systématiquement rien de systématique. Et troisièmement, il faut rajouter ce qu'on n'a pas dit, c'est que le traitement hormonal diminue aussi les maladies cardiovasculaires. On commence à s'en rendre compte aujourd'hui. Ce qui est pas rien, parce que les femmes commencent à être plus touchées qu'avant. Et il semblerait, je dis bien au conditionnel, mais ça se dit de plus en plus que ça diminue le risque de maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc ça, c'est 2 éléments à tenir compte, dont il faut tenir compte. Mais ça vient en plus, ça c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Donc systématiquement, rien de systématique, un traitement adapté à chacun, par la peau de préférence, c'est-à-dire gel ou patch, avec la progestérone qui est une progestérone naturelle. Adapter la dose en fonction de chacun, il n'y a pas besoin de donner des doses massives, et une surveillance
constante, Suivi. annuelle, normale, sans ce que j'ai envie de dire, même si on n'avait pas de traitement hormonal, il faut une surveillance annuelle. Et puis voilà, et puis il faut bien vivre ces 30 ans que ces femmes ont à vivre, et surtout, ces cris qu'on entend sans arrêt de femmes qui souffrent, et ce qui aujourd'hui, à mon sens, est absolument inadmissible au XXIe siècle. On est bien d'accord. Et alors peut-être pour conclure avec un petit pied de nez comme ça, si on n'avait plus d'hormones, on serait mort. Enfin, je veux dire, si tout d'un coup notre corps ne fabriquait plus d'hormones, aucune hormone. Alors on vivrait moins. On ne serait pas mort, mais on vivrait moins, certainement. Donc arrêtons de dire haro sur les hormones. Mais bien sûr, on vivrait moins longtemps, je pense. Oui. Vous savez que la courbe de vie aujourd'hui commence à rediminuer. On dit que les gens vivent de plus en plus vieux. 87 ans à peu près, c'est la moyenne pour les femmes, 87 ans et demi pour être précis. Et on se rend compte qu'aujourd'hui que l'espérance de vie diminue en ce moment. Et on sait pourquoi ? Parce qu'on a plus de maladies qui reviennent. Ah oui. Des maladies qu'on n'avait pas autrefois et qu'on redécouvre et qui sont des maladies difficiles à traiter. Donc c'est un paradoxe. Comme quoi, par exemple ? Certains cancers. Oui, ça, le cancer, on sait qu'il y a... Non, certains cancers qu'on ne connaissait pas et qu'on voit de plus en plus, des myélomes par exemple, pour donner qu'un exemple, qui n'existaient pas. Moi, j'avais un patient qui avait un myélome, il m'a fallu 3 jours pour trouver un médecin qui savait ce que c'est qu'un myélome et pour le traiter il y a 30 ans. Aujourd'hui, on en voit sans arrêt. Bon, ça arrive. Et puis le fait aussi de vivre plus longtemps permet aussi d'avoir des maladies qu'on n'aurait pas eu avant parce qu'on vivait pas. De toute façon, quand on meurt à 30 ans, on n'est pas malade. Enfin, oui, mais pour aller tout simplement du cancer de la prostate pour chez les hommes, il y en avait pas beaucoup. Maintenant, ils meuraient à 65 ans. Maintenant qu'ils sont tous là à 80 ans, on en a 4 fois plus. Et ça, c'est logique aussi. Donc, s'il n'y avait pas d'hormones, on vivrait certainement moins bien et certainement moins longtemps. Oui. Et moins bien de toute façon. Donc, moins bien dans tous les cas. Arrêtons donc de penser que les hormones sont mauvais. Il faut oublier que ce mot fait peur, ça a fait peur, mais je pense qu'il ne fait plus peur. Bon, en tout cas, on aura fait ce qu'il fallait durant ces 2 heures pour aider les femmes à moins souffrir. Et puis, elles ne sont pas restées silencieuses puisqu'elles nous ont appelés et on les remercie toutes parce que je crois que grâce à elles, on a abordé pas mal de différents symptômes. Tout à fait. On a fait un petit peu le tri. Merci beaucoup, Gérard Salama. Je rappelle le titre de ce livre. Vous l'avez écrit avec Viviane Perret, citons-la, puisqu'on ne l'a pas cité durant ces 2 heures. La ménopause maîtrisée. Cette édition Humaine Science. Tout de suite, vous allez retrouver Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Et demain, avec Michel Odoul, on va aborder les symptômes sexuels, parce que ça aussi, ça parle. Ces mots du corps nous en disent beaucoup sur notre sexualité. Et donc, Michel Odoul, demain, nous aidera à décoder tout ça. Sud Radio, votre attention est notre plus belle.